Un grand merci à tous les camarades, à tous les militants qui sont présents aujourd'hui, à toutes et tous qui militent au quotidien dans les entreprises, dans les administrations, militants et adhérents de tous les secteurs et de toutes les professions pour développer et faire vivre notre union départementale et donc Force ouvrière. Enfin, merci aux camarades du bureau de l'UD pour leur présence et leur disponibilité très régulièrement. Mes camarades, je souhaiterais également que nous ayons une pensée pour nos camarades Force ouvrière, Cécile Collère et Jacques Paris, emprisonnés depuis mai 2022 en Iran, alors qu'ils étaient en voyage touristique. Depuis plus d'un mois, ils sont enfin sortis de prison, mais restent en résidence surveillée à l'ambassade de France de Téhéran, interdit de rentrer pour l'instant en France. Bien évidemment, nous demandons la libération sans condition de nos camarades, et je profite de ce comité général pour indiquer que nous ne les oublions pas. Mes camarades, la situation nationale et internationale est critique. Celle de notre département également. En ce moment, c'est un véritable budget de guerre contre la classe ouvrière qui est discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. 7 milliards de plus pour la guerre, autant en moins pour notre protection sociale collective, pour nos services publics, pour nos écoles, pour la santé, bien au-delà des 5,5 milliards de coupes budgétaires prévues par Bayrou au mois de juillet dernier. 300 000 étudiants vont voir amputer leur aide au logement de 100 à 150 euros. 1,3 million de personnes en situation de handicap vont subir la dégradation de leurs conditions d'existence compte tenu du gel de l'allocation d'adultes handicapés. De la même manière, 1,8 million de Français au RSA vont être privés d'une partie de leur pouvoir d'achat. Le gouvernement s'en prend même à la prime de Noël pour les bénéficiaires du RSA sans enfants afin de réaliser 200 millions d'économies. Par contre, pour les milliardaires, c'est le jackpot. Ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles, continuer à percevoir leurs dividendes, profiter des 211 milliards d'aides de l'État et d'exonération des cotisations sociales attribuées sans condition de contrepartie. À ce sujet, la propagande de l'État insiste sur les 23 milliards de trous de la sécurité sociale. Mais que pèsent ces 23 milliards à côté des 80 milliards d'exonération de la sécurité sociale? Qu'en est-il véritablement de ce trou? Il a été artificiellement créé. Ce n'est ni l'hôpital ni les malades qui en sont responsables. En revanche, c'est à la Sécu que s'attaque l'exécutif, capable de fêter les 80 ans de cette vieille dame qui nous protège tout en tentant de la détruire. Le problème est bien un manque de recettes, pas de dépenses. La sécurité sociale est devenue le créancier des désengagements de l'État. Le président de la République et le Premier ministre sont au plus bas dans les sondages d'opinion. Ils ne tiennent qu'à un fil et pourtant, ils continuent de cogner comme des sourds contre les plus démunis, contre les salariés, contre nos droits et acquis. Certains, à l'Assemblée nationale, misent sur une inflexion de la politique gouvernementale. Ceux-là même qui ont crié victoire lorsque le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme des retraites, suspension qui est en fait un simple décalage d'une année de la mise en place de la réforme des retraites que des millions de salariés ont combattu. Une duperie avec à la clé le gel des pensions en 2026 et un tour de vis supplémentaire en 2027, une simple revalorisation de 0,4% alors que l'inflation qui est prévue de 1,75% cherchait l'erreur. En saluant la suspension comme étant une première avancée, ça c'était le 20 octobre dernier, les organisations syndicales ont à leur façon donné une certaine légitimité à cette opération. Pour notre part, en Isère, dans le bureau de l'UD, cela pose problème. Une avancée alors même que la CFDT déclarait une semaine avant que la suspension était une vraie victoire et qu'elle ouvrait la porte à un débat sur l'avenir des retraites, un débat non plus pour obtenir l'abrogation de la réforme des retraites, mais pour obtenir une réforme universelle par points. Ce n'est donc pas par hasard si le ministre du Travail, Farandou, se prononce pour la reprise de discussion autour d'un système à points pour le régime de base et d'une part de capitalisation. Je vous rappelle qu'on s'était battu en 2019 contre cette réforme. Il annonçait, ce même ministre, le 21 octobre, le moment est venu d'ouvrir tranquillement un débat serein sur les régimes. Le régime par répartition, c'est le grand régime historique français, c'est celui que nous connaissons depuis l'après-guerre. D'autres alternatives sont possibles, elles ont été explorées il n'y a pas très longtemps. Et pour nous faire avaler tout cela, le Premier ministre nous a fait le goût du dialogue social, auquel personne ne croit plus. Tout simplement parce que pour discuter, il faut être au moins deux. Or, il appelle les organisations syndicales et patronales à venir discuter travail-retraite dans une énième conférence sociale.
L'objectif est de nous associer à la casse de notre sécurité sociale et de nos retraites. Il voudrait aussi que nous l'aidions à moderniser le marché du travail, c'est-à-dire à adopter une loi travail bis dans le prolongement de la loi El Khomri et des ordonnances Macron pour imposer de nouvelles attaques contre le code du travail et encore attaquer nos droits et nos acquis. Notre confédération a refusé de participer au premier conclave au printemps dernier. Ce n'est pas pour participer aujourd'hui à une nouvelle conférence. Le secrétaire général Frédéric Souillot s'est exprimé d'ailleurs sur ce sujet. Je cite « Je ferme la porte sur la retraite à points ». Alors continuons sur cette voie. Les camarades, nous fêtons cette année plusieurs anniversaires. Nous célébrons les 80 ans de la sécurité sociale. La devise des fondateurs à l'origine de la Sécu en 1945, cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins, est une grande leçon de solidarité que nous ne devons pas oublier. C'est dans une France exsangue et ruinée au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu'elle a été créée. Créée et immédiatement attaquée. Nous ne devons pas l'oublier pour pouvoir tout mettre en œuvre pour la défendre, particulièrement au moment où le gouvernement a annoncé vouloir discuter d'une réforme d'ampleur du financement de la protection sociale. Ce qu'il veut, c'est la casser pour lui substituer l'individualisation, la retraite à points, les assurances privées et la capitalisation. Mes camarades, ce n'est ni plus ni moins que le vieux rêve du patronat qui n'a jamais accepté le principe de solidarité assuré par nos cotisations. Alors oui, comme l'a dit Marc Blondel, notre ancien secrétaire général, en 1995, la Sécu mérite bien une grève générale. Mes camarades, à l'heure actuelle, où tout le monde s'interroge de l'action efficace pour faire aboutir nos revendications, une chose est certaine, on ne décrète pas la grève générale, mais elle se construit en aidant la classe ouvrière, nos camarades, à prendre en main ses propres affaires en réunissant les salariés dans les assemblées générales qui décident et qui organisent l'action. Nous célébrons également cette année les 120 ans de la loi sur la laïcité de 1905, de séparation de l'Église et de l'État. Elle aussi remise en cause, notamment au travers de l'actualité récente et les scandales des établissements scolaires Bétarab et Stanislas qui ont mis en avant le laxisme de l'État et sa responsabilité. Elle est remise en cause également par la loi sur le séparatisme qui vise à instaurer une idéologie d'État faussement parée des atours de la laïcité pour mieux stigmatiser une partie de la population. Plus que jamais, nous devons réaffirmer les revendications constantes des partisans de la laïcité. Fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée, ainsi que notre position traditionnelle d'exigence d'abrogation de toutes les lois anti-laïques et de la loi de séparatisme. Au niveau international, la situation est plus qu'anxiogène. Gaza et la Palestine, avec plus de 65 000 victimes civiles, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec des centaines de milliers de victimes de part et d'autre. Concernant la Palestine, je me félicite du courrier adressé par Frédéric Souillot il y a quelques semaines, au président français pour exiger le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements et du blocus de Gaza, la mise en place d'un véritable corridor humanitaire sous l'égide des Nations Unies, la rupture des relations diplomatiques avec Netanyahou et son gouvernement, la libération de tous les otages. Oui, c'est la seule façon d'arrêter ce génocide qui se déroule avec la complicité et sous le contrôle du président américain Trump. En Ukraine et en Russie, ce sont les travailleurs qui payent le prix fort. Ce sont ces travailleurs qui voient leurs enfants ukrainiens et leurs enfants russes enrôlés de force pour aller se battre et qui subissent dans le même temps la remise en cause de leurs droits et de leurs acquis dans leur propre pays. Mes camarades, le Premier ministre s'est illustré en indiquant que la guerre en Ukraine était une opportunité pour les entreprises françaises. C'est également une très bonne opportunité pour saccager les droits et les acquis des travailleurs en France, puisque le budget 2026 devrait consacrer plus de 57 milliards d'euros pour le ministère des Armées, contre 32 milliards en 2017, et qu'il doit atteindre 100 milliards en 2030. Il dépassera le budget de l'éducation nationale. C'est donc bien au nom de la guerre et des milliards d'euros engagés dans les budgets militaires que le président Macron et ses gouvernements justifient des attaques contre les services publics et la sécurité sociale. En nommant le cornu Premier ministre, ex-ministre des Armées, le président Macron n'a pas l'intention de nous rassurer sur sa vision va-t-en-guerre. Mes camarades fidèles à cette tradition pacifiste et internationaliste, nous pensons que pas un centime ne doit aller à la guerre. L'argent doit servir pour nos salaires, pour nos écoles, pour nos élèves, pour nos hôpitaux, pour nos services publics, pour nos prestations sociales.
pour la santé en général. L'expression pain, paix, liberté rappelle l'engagement historique de Force ouvrière, incarné dès ses origines par son fondateur Léon Jouot. Le combat contre les guerres et les génocides, c'est l'ADN de notre organisation Force ouvrière. Cette organisation qui peut être fière d'avoir eu un de ses fondateurs, et pas n'importe lequel, avoir un prix Nobel de la paix en 1951, qui dans son discours disait « Le congrès de 1898 déclarait, considérant que les peuples sont frères et que la guerre est la plus grande calamité de l'humanité, constatant que la paix amène tous les peuples à la ruine par le surcroît d'impôts créés pour faire face aux énormes dépenses des armées permanentes. » Ces paroles résonnent aujourd'hui encore. Et il disait cela en 1951, dans une période tout aussi trouble. Je vous ai parlé du Premier ministre Lecornu. C'est le seul homme qui a participé à tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2017. Un fidèle donc. Il est comptable de toutes les politiques et de toutes les réformes menées depuis le début. Pour rappel, il était en charge du grand débat lors du mouvement des Gilets jaunes, aucun Rocheuse. C'est également lui qui a envoyé le GIGN et le RAID contre les manifestants guadeloupéens lorsqu'ils manifestaient contre la vie chère. Alors, lorsqu'il annonce qu'il va mener une politique de rupture et un changement de méthode, bien évidemment, qui peut le croire, il veut poursuivre les mêmes politiques rejetées dans la rue et dans les urnes. Il refuse de répondre à la demande d'abrogation de la réforme des retraites exigée par les millions de travailleurs qui ont manifesté en 2023. Il refuse d'entendre l'exigence d'augmentation immédiate du SMIC et des salaires, alors que près de 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté et que sous la mandature d'Emmanuel Macron, le patrimoine des 500 plus grosses fortunes de France a été multiplié par 14, en passant de 80 milliards à 1128 milliards d'euros, et que les aides aux entreprises sont devenues le premier poste du budget de l'État avec 210 milliards d'euros par an. Il voudrait nous faire croire que la dette serait de la responsabilité des jeunes, qui étudient trop, de la responsabilité des chômeurs qui perçoivent trop. D'où une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour durcir les conditions d'affiliation, avec une durée de travail minimale plus longue, période de référence raccourcie, et réduire encore la durée et le montant de l'indemnisation. De la responsabilité des travailleurs qui ne travaillent pas assez et qui se soignent trop, d'où les attaques contre la santé, l'hôpital public et la sécurité sociale. Ou encore de la responsabilité des retraités qui gagnent trop, d'où la suppression de l'abattement de 10%, et j'en passe. Mes camarades, il faut qu'on refuse ce bourrage de crâne, ce discours culpabilisateur. Fermez vos postes de télévision. Ce n'est pas aux travailleurs et à leurs familles de payer la facture. Ce que nous vivons, c'est aussi et surtout la violence d'État contre les revendications légitimes des travailleurs. Nous avons vu ces dernières années s'accélérer la marche inquiétante de la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales. Nous l'avons vécu tout au long du combat contre la réforme des retraites, avec la poursuite devant les tribunaux de milliers de militants syndicalistes. Nous le voyons aujourd'hui avec la multiplication des sanctions prises par les patrons dans le département, comme nos délégués syndicaux, je pense au camarade François qui n'est pas là, à Intermarché Saint-Martin-d'Hères, chez l'INRED, à Semidao, etc., etc. Cette violence d'ailleurs du patronat, c'est par exemple la situation plus que dégradée de la clinique mutualiste à Grenoble, avec un patron voyou ayant agi avec la complicité de l'Agence régionale de la santé, donc de l'État. Alors camarades, comme organisation syndicale indépendante des partis, des philosophies, des religions et des patrons, nous sommes fondés à partir du moment où nous avons décidé dans nos instances à porter en toutes circonstances et en tout lieu nos revendications. Indépendance ne veut pas dire apolitisme. Pour notre part, nous continuerons à affirmer pleinement notre attachement à la Charte d'Amiens, à la base de nos statuts et de notre organisation syndicale, parce que nous ne sommes pas indifférents à la forme de l'État et qu'il peut y avoir de syndicalisme libre et indépendant, sans démocratie. S'attaquer aux libertés des uns, c'est s'attaquer aux libertés de tous, qui est un danger. Par ailleurs, le gouvernement veut nous parler de réindustrialisation, qu'il impose déjà l'arrêt des licenciements dans les entreprises qui ont bénéficié allègrement des aides de l'État, sans aucune contrepartie. Je pense à Valeo, à Saint-Quentin-Fallavier, à Tesser, et j'en passe d'autres. Pour Tesser, c'est environ 500 000 € par an de crédit d'impôt de compétitivité, des aides publiques qui n'ont au final pas du tout protégé l'emploi, puisque plus de 200 personnes sont aujourd'hui menacées de chômage. Pour avoir dans sa poche les organisations syndicales, le Premier ministre a écrit qu'il veut mettre en œuvre des actions volontaristes
pour rehausser le taux de syndicalisation, mais qui commence par imposer partout un CDI comme contrat normal et général de la relation de travail et qu'ils mettent fin au travail précaire. Et nous lui montrerons que les travailleurs, débarrassés du chantage à l'emploi, seront disposés à s'organiser par les tours. Mes camarades, tout ça n'est pas exhaustif, mais vous l'avez compris, nous n'avons rien à attendre de ces propositions de discussion. En ce moment, la discussion a lieu au Parlement. Nous savons ce que nous a coûté la non-censure du budget Bayrou en 2025, une nouvelle année de gel des salaires, des suppressions de postes dans l'enseignement, aux finances publiques, la fermeture de lits, un hôpital public à l'os, et puis bien sûr la poursuite de la réforme des retraites. Mes camarades, alors que la mémoire du mouvement sur les retraites est encore extrêmement vive, alors que la colère est immense, nous ne serons pas les subsidiaires du gouvernement. Nous sommes et nous serons toujours aux côtés des salariés, de la jeunesse, des retraités, des chômeurs, des précaires, en appelant à la grève et à rejoindre les initiatives décidées partout. Car nous sommes convaincus de la nécessité de réaliser la jonction entre les citoyens mobilisés et le mouvement syndical pour élargir et amplifier le rapport de force. J'en veux pour preuve la puissance du 10 septembre. Ça a fait débat, bien évidemment. 500 000 manifestants en France, plus de 20 000 à Grenoble, qui ont permis la puissance de la grève et des mobilisations du 18 septembre à l'appel des organisations syndicales. La puissance de ces 2 journées démontre que les travailleurs et la jeunesse ne veulent plus subir la politique antisociale d'Emmanuel Macron. Elle démontre l'état d'esprit qui anime la classe ouvrière, qui cherche les moyens d'action efficaces, qui cherche surtout comment dépasser les obstacles qui empêchent la vraie confrontation pour faire aboutir les revendications. Et camarades, la mobilisation du 2 octobre, largement en deçà de celle du 18 septembre, a été utilisée par le gouvernement pour dire que le mouvement s'essouffle et pour justifier le maintien de ce gouvernement pétri d'austérité. Elle est ou sera également utilisée par tous ceux qui ne veulent rien faire, la CGT, la CFDT en tête, pour expliquer que les salariés ne veulent pas se mobiliser, camouflant ainsi leur propre trahison. Les salariés, les personnels, les collègues n'ont pas tout compris. Pour notre part, nous ne chercherons pas les responsabilités là où elles ne sont pas. Le fait que la mobilisation du 2 octobre soit moins massive que celle du 18 septembre démontre bien que les salariés ne veulent plus des journées saute-mouton. Les 14 journées de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites depuis 23, tout aussi historiques qu'elles ont été, n'ont pas permis de gagner. Elles restent gravées dans la mémoire des salariés. Ils ont très bien compris que Macron se foutait royalement de ces mobilisations, d'un jour, de cette stratégie des temps forts. Alors nous devons en tirer des enseignements. Il faut rompre avec la mécanique des journées d'action isolées. Et c'est pour cette raison que Force ouvrière n'a pas appelé à manifester mardi 2 décembre. D'ailleurs, si vous avez regardé ce qui s'est passé, il y a eu uniquement des rassemblements qui étaient extrêmement minoritaires. La grève gagnante, c'est celle qui est décidée dans les assemblées générales et reconduite jour après jour pour obtenir satisfaction. C'est pourquoi j'estime que notre confédération a eu raison de proposer à l'intersyndicale d'appeler à la grève en octobre, les 1er, 2 et 3 octobre, même si cela a été refusé par les autres organisations syndicales. Nous avons montré ainsi aux travailleurs la disponibilité de notre organisation pour aider réellement la classe ouvrière à prendre en main ses propres affaires, pouvoir gagner. Avant de vous laisser la parole, et parce qu'il faut se donner les moyens pour mettre en œuvre notre orientation, tout au long de cette année écoulée, nous avons œuvré pour développer partout Force ouvrière. Sur le cycle de représentativité 2021-2024, Force ouvrière a progressé de près de 1 point. Le cycle de représentativité a redémarré en 2025 et les premiers résultats des élections CSE du nouveau cycle dans le privé sont très encourageants. Depuis janvier, nous enregistrons de nouvelles implantations des élus chez Alstom Lagère, en Nord-Isère, c'est le bâtiment, chez DHL, chez Trixel Thales, j'en ai parlé tout à l'heure, chez Perrault Crémieux. Nous restons très implantés et majoritaires dans les stations de sport d'hiver, dans les remontées mécaniques. Un delta positif sur les adhésions, avec une réelle volonté de créer des sections que les syndicats et monter des listes FO en 2026. Cette dynamique est également là dans le secteur public, avec une réelle dynamique dans la santé publique, création de syndicats dans les EHPAD, collectivités, création du syndicat FO des isolés territoriaux, etc. Ces résultats sont bien évidemment à mettre au crédit des militants et des élus FO qui ont su, par leur travail revendicatif, susciter la confiance des salariés de leur entreprise.
Ils sont également à mettre au crédit de tous les salariés qui ont décidé de se présenter sur les listes Force ouvrière pour les élections CSE. Enfin, ils sont aussi à mettre au crédit de l'activité interprofessionnelle des militants de l'Union départementale qui ont participé à la négociation de nombreux protocoles d'accords préélectoraux. Je n'oublie pas que nous sommes d'ores et déjà et pleinement engagés dans la préparation et pour la réussite des élections dans la fonction publique en décembre 2026 sur les 3 versants de la fonction publique. Par ailleurs, il y aura les élections HLM en 2026 également. Donc vous allez recevoir un mail. On va demander effectivement à tous les adhérents Force ouvrière qui habitent dans un logement social de nous faire remonter leur nom, prénom, coordonnées pour qu'on puisse monter d'ores et déjà les listes pour les prochaines élections HLM. Je tiens à remercier le travail qui est fait aussi dans nos unions locales, à Voiron, à Bourgoin-Jallieu, que l'on a redémarré fortement il y a maintenant un peu plus de 2 ans, où il y a une réelle dynamique, hein, et c'est ce qui est en train de se mettre en place dans toutes les unions locales, et c'est très très positif. Merci aux camarades qui sont mobilisés pour redonner vie à ces structures. Nous ne pouvons compter sur notre capacité à regrouper autour de nous pour pouvoir gagner. Nous le savons, nous ne sommes rien quand nous sommes isolés dans nos syndicats. Alors mes camarades, participez aux stages organisés dans les unions locales et dans l'union départementale. Participez aux réunions interprofessionnelles et aux AG organisées dans les unions locales. Invitez-y les adhérents, invitez vos collègues. C'est également ainsi que nous renforcerons notre organisation syndicale, parce que nous n'avons pas vocation à rester minoritaires. J'ai été un peu long. Beaucoup d'entre vous savent à quel point je suis bavard, n'est-ce pas Vanessa? Mais maintenant, c'est à vous. Elle n'a pas entendu Vanessa. Libre et indépendants nous sommes, libre et indépendants nous devons rester. Vive l'Union départementale Force ouvrière, vive la CGT Force ouvrière, merci à vous.